La descente quand on la voit maintenant, ça paraît dur, mais quand on est dans une ambiance pareille, et de nuit de toute manière, hein, il s'agissait de se laisser glisser sur les fesses. Hein. Alors à la queue leu, direction le Chousse vers la plage. Quoi. On descendait là, la queue leu, l'un derrière l'autre. Quelquefois on glissait, on arrachait une touffe d'herbe ou une ronce même quelquefois, ou un morceau d'ajonc. On faisait 4-5 mètres. En glissant, on se rattrapait sur celui qui était devant. Il y avait quelques chutes de pierre par endroits, mais qui tombaient sur la tête des premiers, hein, qui gueulaient. Enfin, vous ne pouvez même pas gueuler. On recevait des cailloux de ceux d'en haut qui étaient dans le dos et sur la tête. Alors, rassemblement là. Quand tout le monde était descendu, on était là au pied du rocher. Entre janvier et août 1944, cette plage a été le théâtre d'opérations secrètes. Des embarquements clandestins avaient lieu au pied de ces falaises, toujours par des nuits sans lune, sous la conduite de passeurs aussi discrets que déterminés. Le sentier, vous le voyez là, il est à peine marqué. Vous voyez le rocher qui est à mi-côte. C'est là que je faisais mes signaux. Vous voyez le gros rocher blanc là, dans la verdure. C'est là que j'avais installé un genre de siège pour faire mes signaux. Donc à mi-hauteur à peu près. Parce qu'il fallait que j'aie une certaine hauteur pour que le bateau puisse voir le feu. Et Job, alors, tout seul là-haut, faisait ses signaux. Le signal B, ta, tit, 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 ta, tit, tit, tit. Bonaparte, B, quoi. Nom de code, Bonaparte. La ligne d'évasion Shelburne, reliant Ploua sur la côte nord de la Bretagne à Dartmouth au sud de l'Angleterre, était assurée par des unités de la Royal Navy. Dès 1940, les services britanniques ont établi des liaisons maritimes entre l'Angleterre et les côtes bretonnes. Des vedettes rapides, connues sous le nom de la 15e flottille, étaient affectées à des missions d'espionnage et de renseignement. Début 1943, l'Intelligence Service veut mettre à profit cette expérience de la 15e flottille pour créer une filière maritime spécialisée dans la récupération des aviateurs alliés tombés sur le sol français. La guerre aérienne fait rage au-dessus des bases stratégiques allemandes. Des centaines d'avions sont abattus. Les pilotes et les équipages qui en réchappent sont traqués par la Gestapo et l'Abwehr. Il faut donc leur venir en aide et s'organiser pour les récupérer et les rapatrier vers l'Angleterre. Pour les forces alliées, l'enjeu est important. Il faut 2 ans et plus de 30 000 $ pour former un pilote de chasse. Ernie Hugonnet était l'un de ces aviateurs en perdition. We didn't know exactly what would happen or what we were faced with, and On ne most savait pas exactement ce qui nous attendait. seeing things happening in the air, flak damaging planes, Les tirs antiaériens endommageaient les avions et les brûlaient. airmen parachuting out because their plane was so badly Les aviateurs damaged sautaient that en they had wounded parachute aboard car leurs and avions they étaient were dans un going sale état. to their deaths. Il y avait des blessés à bord, ils allaient droit vers la Then mort. suddenly we learned that there were Et un beau jour, instances of people of Nous avons French appris que descent, des Français s'organisaient pour mettre en that place had des réseaux d'évasion set up et d'assistance. escape organizations and assistance. Deux Canadiens francophones, Lucien Dumais et Raymond Labrosse, sont chargés par l'état-major britannique de mettre sur pied en Bretagne le dernier maillon d'un réseau d'évasion baptisé Shelburne. Lucien Dumais, alias Léon,
s'appelle aussi Lucien Desbiens selon les circonstances. Rompu aux missions délicates, il fait partie de l'élite des services secrets britanniques. Son adjoint, Raymond Labrosse, dit Claude, est un ancien opérateur radio du réseau Octree. Il faut dire que la mission Octree a subi, comme plusieurs des réseaux en 1943, des coups durs. Basée à Saint-Quay-Portrieux, la mission Octree a dès 1943 tenté de créer une ligne d'évasion maritime à partir de la côte ouest de la baie de Saint-Brieuc. On a été infiltrés par les Allemands, par l'entremise d'un fameux Roger le Légionnaire. Il y a eu des arrestations massives, des déportations, des morts, etc. Octree a été décimé par la Gestapo en juin 1943, obligeant l'intelligence service à remettre à plus tard les évasions par mer et à faire évacuer les aviateurs par les Pyrénées. Je me suis offert pour revenir en France en mission, mais cette fois mon propre patron, ayant un peu appris une leçon lors de ma première mission. J'étais donc anxieux de faire mes preuves parce que j'avais quelque chose à prouver en ça. Et finalement, j'ai rencontré un Canadien, un nommé Dumais, et là a commencé les activités du réseau Charles Byrne. C'est d'abord à Plouézec que Dumais et Labrosse rencontrent le docteur Lebalch, un ancien contact de la mission Octree. Comme Lebalch se sait surveillé par la Gestapo, c'est finalement à Plouat que se fait le contact avec des résistants appartenant à l'armée secrète et au Front National, deux mouvements de résistance bien implantés dans les côtes du Nord, l'un d'inspiration gaulliste, l'autre d'obédience plutôt communiste. Le réseau Shelburne, quand il a été formé fin 1943, on a puisé dans l'armée secrète pour avoir les agents principaux. Et donc les agents principaux du réseau provenaient de l'armée secrète. Alors nous avons été contactés, ma sœur avait déjà, de par ses relations avec le pays, elle avait été, comment je dis, contactée par le Front National. Alors le travail consistait simplement à distribuer des tracts, à faire une propagande anti-nazie, mobiliser un peu les gens contre l'occupant. Le siège, si je peux dire, où se retrouvait, c'était une sorte de boîte aux lettres. C'était le café à François de Cornec. Chez le Cornec, c'était un café, un bureau de tabac où on pouvait aller et venir sans être remarqué. Et c'est là que le réseau, en somme, a commencé à se former. Joseph Mainguy, dit Job, est un marin expérimenté. C'est à lui que revient la mission de trouver une plage favorable aux embarquements. Donc il était nécessaire d'obtenir une plage à peu près sûre pour les opérations. Et le Cornec et moi, nous nous sommes mis en campagne pour essayer de découvrir un endroit susceptible d'opérer dans de bonnes conditions. Et nous avions commencé par le Palu, mais c'était trop surveillé. Nous avons essayé à la pointe de Plouat. C'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de plage. C'était de la côte à pic. Et petit à petit, nous nous sommes rabattus vers l'Anse-Cochate. Et finalement, on s'est dit, c'est en Lance-Cochate le meilleur endroit. La plage est propre, il n'y a pas trop de rochers. Et c'est là qu'il faudrait opérer. Quand la plage a été choisie, il a fallu l'agrément des autorités britanniques parce qu'il n'était pas très chaud d'envoyer les corvettes si près de la pointe de la tour. Il y avait quand même un canon assez important et des mitrailleuses. Et c'était quand même une baie ouverte. Il n'y avait pas de refuge immédiat. Alors, finalement, ils ont accepté. L'amirauté a accepté. La plage étant choisie, il reste à trouver sur place des lieux sûrs pour accueillir les aviateurs en attente d'embarquement. Pour créer ce réseau, il fallait d'abord pouvoir héberger les gens à l'arrivée. C'est ça, oui. Ensuite, il fallait les rassembler. Bon, alors, héberger les gens à l'arrivée, on a donc pris les anciens résistants comme ma sœur, comme les sœurs d'Hervé Montjarret, que les deux frères étaient FFL, la famille Montjarret, la famille Trioux.
C'est comme ça qu'on a formé ce petit noyau d'hébergeurs du réseau Shelburne. Les problèmes qui se posaient étaient des problèmes avant tout de sécurité. Ensuite, il fallait les nourrir, bien entendu. Et cela posait des problèmes à l'époque, puisque l'occupation, les gens n'étaient pas très riches en ravitaillement. On avait nos cartes de ravitaillement, mais c'est tout. Heureusement que dans les fermes, on arrivait tout de même à s'approvisionner. Et moi, j'étais donc le convoyeur, puis le ravitailleur. Ma sœur était donc l'hébergeuse. Dumay, c'est basé sur nous, en somme, gens du pays qui connaissions la région. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fonctionner en fin 1943. N'oublions pas que Ploua n'était que l'aboutissement de toute une chaîne qui s'étendait un peu partout en France. C'est à Paris, plaque tournante de l'organisation, que Paul Campincky, chef de la branche parisienne, regroupait ses colis. C'est ainsi que l'on désignait les aviateurs qui devaient être acheminés jusqu'à Ploua. Ils étaient identifiables de par leur apparence, leur habillement, fait de briques et de broc, leur attitude, la façon de fumer, la façon de se comporter, de se moucher. Ils se faisaient passer pour des sourds muets. Ils étaient assistés de convoyeurs, de convoyeurs qui étaient de véritables anges gardiens pour eux. Les risques étaient énormes parce qu'à tout moment, ils pouvaient être détectés par la moindre patrouille. Et donc, ils arrivaient ici à Saint-Brieuc au petit matin, car on a estimé que, arrivant au petit matin, la surveillance était moindre en gare de Saint-Brieuc. Les convoyeurs venaient jusqu'ici, jusqu'à Saint-Brieuc, où ils se faisaient identifier, en général en mettant une revue allemande sous le bras, et on leur livrait les colis. Munis de fausses cartes d'identité et d'autorisation de circuler dans la zone côtière interdite, les aviateurs devaient attendre le dernier départ du petit train départemental pour arriver dans les environs de Ploua en fin de journée, juste avant le couvre-feu. Je prenais des gars à la gare de Saint-Brieuc et il s'est trouvé que sur la plateforme du petit train, j'avais 4 ou 5 ou 6 agents ou aviateurs avec moi, en civil, bien entendu, mais aussi 8 ou 10 soldats allemands. On se côtoyait. À Saint-Quay, je débarquais 2 ou 3, à Quai-Régal, 2 ou 3 autres, à la gare de Ploua en branchement également. Il y avait donc une série de maisons suffisantes pour héberger les 15-20 aviateurs qui arrivaient. Mais ces maisons devaient obligatoirement, d'après les instructions de Léon, être des maisons où il n'y avait pas d'enfants. Il ne faut pas que les enfants bavardent à l'école. Et il n'y avait pas d'ivrogne, que les gens aillent raconter des coups dans les bistrots. Donc, vous voyez, c'était quand même choisi dans les milieux de patriotes et aussi dans les milieux de gens sérieux, quoi. Les Français parlent aux Français. Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui comme Ulysse a fait... Mon rôle précis pour une opération, c'était d'abord d'écouter la BBC. Alors, quand le message passait à la BBC, il fallait prévenir tout le monde. Il y avait aussi le cornec qui écoutait, ceux qui avaient gardé leur poste, parce que on avait réquisitionné les postes de radio, les postes récepteurs. Et ayant gardé le mien, je recevais tous les messages. Quand le message passait « Bonjour tout le monde » à la maison d'Alphonse, ça voulait dire à 8 h du soir à la BBC, bon, l'opération a lieu. Alors nous, des points d'hébergement vent du bas, nous filions direction la maison d'Alphonse pour amener les aviateurs. Là, vers 10h30, c'était l'heure à peu près de rendez-vous, 10h30, 11h. On vérifiait que tout le monde était là. Désignée par ce nom de code, la maison d'Alphonse était en réalité une fermette appartenant à Jean et Marie Giquel. Monsieur le Cornec avait pensé, c'est la maison qu'il nous faut. Et il a demandé à mon mari de la lui prêter pour une soirée. En lui expliquant, moi je n'étais pas au courant bien sûr,
Mais il a demandé à mon mari s'il voulait la lui prêter. Et ça a été fait. Eh bien, la maison d'Alphonse était le point de regroupement terminal. Les aviateurs étaient groupés dans des fermes, dans des maisons d'hébergement. Et le jour où le message de Londres arrivait, il fallait bien regrouper tout le monde. Alors Léon avait loué cette petite maison qu'on appelle la maison d'Alphonse, qui était une maison inhabitée au départ. Hein, les Giquel sont mis dedans un peu plus tard, mais était inhabitée. Et elle se situait tout à proximité à moins d'un kilomètre, 1,5 km de la plage. Tout le monde groupé à la maison d'Alphonse. On faisait le point pour savoir s'il n'y avait pas d'absents, s'il n'y avait pas de faux aviateurs. C'est là qu'ils étaient rassemblés, contrôlés. Contrôlés, oui. Contrôlés par Léon. Par Léon. Ouais. Uniquement en anglais. Ils ne voulaient pas qu'on aille écouter. Et c'est là qu'ils vidaient leurs poches. Ah, ils vidaient leurs poches, leur monnaie, leurs montres, ils ramassaient tout. Léon Dubé donnait les dernières consignes aux aviateurs, rester groupés, colonne par un, que personne ne s'écarte de la colonne, et silence absolu, et puis direction la plage, Bonaparte, à Plouvois. Quand tout le monde arrivait à proximité de la descente à la plage, dans le ravin, mon rôle était de m'arrêter à mi-chemin, à mi-côte, pour faire les signaux et ma lampe. Il y avait que moi qui connaissais le morse, a dû même dire, vous qui dites, vous êtes un ancien marin, vous devez connaître l'alphabet morse. Et je dis oui, bien sûr, très bien. Eh bien, vous allez faire les signaux qui disent en morse, vous ferez la lettre B. Je faisais donc la lettre B à peu près 3 fois par minute. Et au bout d'un certain temps, parce que étant placé en haut, j'entendais le bruit des avirons, des canots qui arrivaient. Malgré que c'était discret, on entendait quand même. Quand j'entendais le bruit des avirons, je cessais mes signaux, je savais que le bateau était là, puisque les embarcations arrivaient, et je descendais en bas, sur les galets, pour prévenir, je dis, les canots arrivent. L'émission du message vers 8 h du soir, Bonjour tout le monde à la maison d'Alphonse, signifiait que de l'autre côté de la Manche, à Dartmouth, une corvette de la Royal Navy avait quitté son port d'attache et faisait déjà route vers Plouvois. D'apparence discrète, ces MJB, motor gunboat, étaient en réalité de véritables canonnières dotées de matériel de navigation très perfectionné. Filant à 30 nœuds de moyenne, ces vedettes rapides à faible tirant d'eau devaient effectuer la traversée de la Manche dans les deux sens en une seule nuit. La liaison était si ponctuelle que les Anglais l'avaient fièrement surnommée l'autobus de la Manche. Tourné par David Birkin, officier de navigation à bord des unités de la Royal Navy, ces images sont les seuls documents montrant la 15e flottille en action. Lors de sa première visite en Bretagne, en février 1967, David Birkin avait amené avec lui ce document cinématographique, c'est-à-dire un document qu'il avait filmé lui-même en 16 mm lors de leur ultime mission début août 1944. C'est la seule occasion où on voit opérer leur matériel, puisque toutes les opérations jusqu'alors avaient lieu de nuit. On s'est rendu compte aussi le type de chaloupe qu'ils utilisaient, enfin toute la technique en fait. Ça a été pour nous une révélation. Ça a été extraordinaire parce qu'en fait c'était le seul document qu'on ait à ce moment-là sur ces bateaux, et les gens n'étaient pas d'accord pour savoir à Plouvois quel était le type de bateau qui venait. On a même parlé de sous-marins, ce qui est une aberration dans la Manche. Vous voyez la tourelle du Taureau, là. La corvette mouillait là à peu près, à 20 degrés de la tourelle sur la droite. L'équipage ne bougeait pas. Le mouillage de l'ancre se faisait par un filin. Et en cas d'alerte, si le bateau était obligé de déguerpir immédiatement, il y avait une hache de prévu
pour couper le filin immédiatement et les moteurs en route, le bateau repartait. À bord de la corvette, Bill Webb était l'un des marins chargés de mouiller l'ancre. The boat was anchored 2 miles away and it was anchored by grass line, which meant that in emergencies all we had to do was to cut it with an axe. Le bateau était amarré à 2000 au large, par une corde en chanvre. Donc, en cas d'urgence, tout ce qu'on avait à faire était de la couper avec une hache. Pour ne pas faire de bruit, l'ancre était envoyée à la main. Elle était immergée très doucement et sans éclaboussure. Il faut dire qu'il n'y avait pas de phosphorescence, du fait que les tubulures d'échappement des moteurs, qui tournaient au ralenti, étaient sous l'eau. On devait faire très attention. Les chaloupes étaient alors mises à l'eau pour rejoindre le rivage à la rame. Le bateau anglais, lui, la corvette, ne faisait pas de bruit. Elle venait tout doucement, elle approchait le plus près possible, de façon à ce que les canots aient le moins de parcours à faire. Pour bien diriger les embarcations, quand la mer était haute, pour éviter ces rochers-là, on avait un feu bleu dans une grotte. Et alors, il y avait mon feu blanc de signal et le feu bleu qui donnait un alignement. Et les canots venaient même à pleine mer, ils évitaient les rochers. Cela s'est fait grâce au savoir-faire des hommes qui ramaient et des officiers qui dirigeaient la chaloupe. Cela s'est fait aussi grâce au signal de Job Mangui et au mot de passe Dino. Quand les embarcations arrivaient à notre hauteur, il fallait donner le mot de passe. Alors le mot de passe était Dinan, Saint-Brieuc. Les Anglais disaient Dinan et nous on répétait Saint-Brieuc. Alors tout rentrait dans l'ordre et la confiance régnait. Parce qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, ils avaient les figures noircies, et armés jusqu'aux dents, et nous aussi d'ailleurs. Arrivés aux embarcations, il fallait les maintenir face au large. Nous étions dans l'eau jusqu'au ventre, évidemment. Pour maintenir les embarcations, on embarquait ceux qui prenaient le départ, les aviateurs, les agents, et on débarquait du matériel de guerre, des fusils, des mitraillettes, des munitions, des postes émetteurs quelquefois. Tout dépendait de ce qui devait venir. Et l'affaire se passait à peu près en 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Alors de voir cette plage-là, ça vous... Oui, c'est la plage de ma jeunesse. C'est là que vous alliez vous baigner? C'est là que j'ai appris à nager. C'est là que vous aviez appris à nager? C'est là que j'ai appris à nager, oui. Alors, la corvette venait là, vous voyez le taureau, à l'abri du taureau, là. Elle mouillait là, à peu près, oui. Là. Elle mouillait là. Donc, ça fait combien de distance avec... enfin, c'est variable suivant la marée, mais ça fait à peu près... de là, ils avaient 2000 à faire à peu près. 2000, ça fait 4 km, quoi. Ouais. Et il y avait un canon, donc, à la pointe de la tour, là. À la pointe, dans le tunnel de la pointe de la tour, il y avait un canon sur rail qui pouvait opérer sur la baie de Bréhec et sur ce côté-là de l'Anse-Cochade. Et alors, vous voyez les arbres qu'il y a sur la partie de la pointe qui s'élève. Ouais. Alors là, il y avait 2 mitrailleuses lourdes et des projecteurs. À marée basse, évidemment, la mer était très loin. Il fallait donc faire un parcours de 100 à 200 mètres, quelquefois davantage, pour parvenir aux embarcations. Quand la mer était haute, nous recevions les embarcations sur les galets, au pied de la falaise. Là, il n'y avait pas de problème parce que nous étions protégés des 2 côtés par des rochers. Alors on ne pouvait pas être vus, ce qui n'était pas le cas en cas de basse mer. Les Allemands de la pointe de la tour n'ont jamais eu la présence d'esprit de donner un coup de projecteur à la plage en cas de marée basse. Ils n'ont jamais donné un coup de projecteur, sinon c'était la catastrophe, évidemment. Bon, alors ici, nous sommes dans le blocos de la pointe de la tour.
celui qui était tenu en fait par des Allemands et surtout essentiellement par des soldats de l'armée Vlasov. Et l'armée Vlasov, les Russes blancs, comme on les appelait, étaient des Géorgiens, des Turkmènes, etc. Donc c'était essentiellement des terriens qui n'avaient auparavant jamais vu la mer, et donc ils étaient très peu sensibles aux phénomènes marins. À bord de la corvette, l'équipage distinguait parfaitement le rougeoiement des cigarettes des sentinelles allemandes en faction sur le haut de la falaise. Chacune des 8 opérations menées par le réseau Shelburne à Ploua a connu son lot de péripéties et d'angoisses. Dès la deuxième opération, la suppression du service voyageurs du petit train départemental complique le fonctionnement du réseau. Les aviateurs transitent alors par la gare de Guingamp. Un groupe de résistants s'organise dans ce secteur autour de Mathurin Branchou, le responsable départemental de l'armée secrète. C'est à bord de la camionnette de François Carambrin, garagiste à Guingamp, que s'effectue le trajet jusqu'à Ploua. Dans la journée, les Allemands réquisitionnaient cette camionnette comme taxi. En contrepartie, Carambrin pouvait utiliser son véhicule le soir pour son usage personnel. Il profitait donc de cette autorisation pour transporter des aviateurs au nez et à la barbe des patrouilles qui surveillaient les routes. Sur place, à Ploua, l'attente pouvait durer plusieurs jours. Les hébergeurs devaient alors faire face à la situation sans rien changer à leurs habitudes pour ne pas éveiller les soupçons du voisinage. C'est arrivé par exemple où une personne seule a brusquement plusieurs douzaines de coquilles d'œufs dans sa poubelle, c'est pas normal. Le pain qu'on achète en plus grande quantité, la cheminée qui fume dans une maison habituellement inoccupée. Enfin, tout un tas de choses de genre, quoi. Et il fallait faire attention. Faire attention à la quantité de vaisselle. Nous la faisions en cachette le soir, ma mère et moi, parce qu'on avait toujours de la famille qui arrivait à l'improviste, et la famille n'était pas au courant. On était obligés d'user de moyens différents pour leur porter les repas, parce qu'on avait la voisine qui était sur le seuil de sa porte au moindre bruit. Et par exemple, le soir, ma mère enfilait des chaussettes sur ses sabots pour qu'elle n'entende pas. Et alors on avait peur aussi, c'est qu'il fasse du bruit la nuit. Parce que cette maison étant inoccupée habituellement, les Allemands venaient à quelques mètres chercher des œufs, ils me prenaient les sabots par exemple pour monter au grenier, on avait peur, on n'était pas tranquille. Hein. Je me rappelle que je venais là, et puis qu'on avait peur un petit peu des Allemands, parce qu'il y avait des patrouilles qui partaient là, par jour, 2 par jour. Moi je faisais le manger, on leur portait. Et il y en a eu combien en même temps? Eh ben, il y a, je crois que c'est 13 pendant 11 jours. Et puis parce que le bateau n'avait pas pu arriver à temps, je crois. On devait le faire, quoi. Et puis que tu n'aimais pas les Allemands. Voilà. Et puis quand même, on avait nos 2 frères qui étaient partis en Angleterre, alors on ne pouvait pas aimer les Allemands, vous comprenez. On ne pouvait pas les aimer. Bon, on ne leur voulait pas de mal, ils venaient chez nous, vous savez, ils venaient... ah oui, acheter des œufs, du lait. Ils venaient causer avec maman. Je sais bien sûr aussi que quand on écoutait la radio de Londres, si on entendait quelqu'un frapper à la porte, clac, on l'éteignait tout de suite. C'est donc quand même inconsciemment, on craignait quelque chose. Mes parents ne recevaient personne, même pas nos amis. Mais ils se sont rendus compte par la suite ce que nous faisions. Dumay et Labrosse étaient hébergés par la famille Le Sceau dans une maison située à l'écart du bourg de Ploua. Alors c'est dans cette maison que ma mère, Madame Le Sceau, hébergeait Monsieur Dumay, le chef du réseau Shelburne, et son radio Claude Labrosse. Donc c'est à partir d'ici qu'ils organisaient un... Qu'ils organisaient, et Monsieur Labrosse émettait de cette chambre-là à gauche. Il émettait sur l'Angleterre. Hein. J'avais 18 ans. Mais M. Dumay m'avait fait confiance et j'ai commencé par agent de liaison au départ parce que M. Dumay ne voulait pas que personne du réseau ne vienne ici, donc nous allions chez les membres du réseau et les hébergeurs. Et donc Marie-Thérèse Calvé et moi, nous faisions les liaisons aussi bien avec Guingamp que Ploua. Le réseau a tenu... Parce que, d'abord, il a été bien dirigé.
Les ordres étaient formels et tous les exécutants, il faut dire, il y avait aussi une certaine discipline parmi nous. Le réseau a tenu parce que personne n'a parlé. On ne se fréquentait pas. On se voyait simplement la nuit. On n'allait pas au café, on ne se réunissait jamais en groupe. C'était d'ailleurs interdit et c'était dans les exigences, en somme, de l'intelligence service pour que le réseau puisse bien fonctionner. On ne se connaissait pas même entre nous, quoi. Même, nous, on connaissait nos chefs, Joseph Bingui et puis Pierruette, vraiment, et Marie-Thérèse Le Calvé, mais on ne savait pas qu'il y avait des aviateurs chez les parents de Jeannette Triot, ni chez Germaine Couffon, ni... Vous voyez, hein, c'était vraiment très... On était très prudents, quoi. Mes beaux-parents ni mes parents n'étaient pas au courant. Donc pas de réunion, personne ne parlait de quoi que ce soit. Chacun, après une opération, vaquait à ses occupations habituelles. On travaillait à la maison, on attendait toujours, on se basait sur la radio. Quand le message passait, on se mettait prêt à fonctionner également. Et peut-être aussi que Ploix a eu de la chance grâce à l'expérience et la sévérité, le secret absolu qu'exigeait Lucien Dumay. Ah oui. Parce que je me souviens qu'au cours de notre dernier voyage au Canada en 87, il m'avait dit, si j'avais su que Job Mingui prenait des notes en 44, je l'aurais descendu. Je lui avais dit, mais c'est pas vrai, vous n'auriez pas fait ça. Il m'avait dit, si, je l'aurais fait. Et il avait ajouté, je n'ai pas dit tout ce que j'ai fait. On avait peur de lui. Hein, parce qu'on savait qu'il était prêt à tout si on faisait une erreur, justement. Hein, il était très, très, très dur. C'est peut-être grâce à cette rigueur que Ploix a eu de la chance. Ces deux agents canadiens ont été formés d'abord en Angleterre. Ils avaient une formation pour le travail qu'ils devaient faire. Ils l'ont fait convenablement, il faut le dire. Et il y a eu quelques petites anicroches quand la Gestapo s'est mise de la partie. Quand la Gestapo est venue, ils sont partis, eux, sans nous prévenir. Ils nous ont laissé nous débrouiller. Mais enfin, il n'y a pas eu d'arrestation, c'était le principal. Fin mars, après avoir fait évacuer 55 aviateurs en moins d'une semaine, Dumay et Labrosse quittent précipitamment Ploix. Brutalement, un beau jour, la nuit de 25, enfin dans la journée de 25, j'apprends que Lucien Dumay avait décidé de partir, de repartir. Et alors je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Jean, nous sommes brûlés. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit, moi je fous le camp parce que je suis déjà surveillé, je vais partir pour l'Angleterre. Tu peux partir, il me dit. J'avais l'habitude, évidemment, de ces opérations, et chaque fois nous serrions la main au goodbye, bonne chance, merci. Et ce coup-là, j'ai embarqué dans des chaloupes, heureux d'échapper à l'occupation allemande, heureux de pouvoir se trouver libéré, mais aussi, moi de mon côté, malheureux d'avoir laissé les autres là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pourquoi Léon a-t-il décidé de partir sur Paris? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je pense à tout ça, je me dis, mais quand même, on a eu un certain culot et évidemment, on savait qu'on était pisté par la Gestapo, on savait qu'on était surveillé. Dans ma rue, j'ai eu une nuit à 2 h du matin, une traction qui s'est arrêtée sous ma fenêtre. Je dis, on est bon. J'avais ce qu'il fallait pour les recevoir, mais il y aurait eu des représailles. Donc il ne fallait pas le faire. Je suis resté 2 heures à veiller cette traction avant, et en définitive, ils sont allés à l'hôtel du Midi qui était en face. Et ils ont perquisitionné à l'hôtel du Midi. Mais 2 jours après, il y a une équipe encore, la même traction, qui est venue avec un chien qui flairait les portes dans ma rue. Mais je n'ai pas été inquiété. Mais enfin, ça chauffait, quoi. La population était prévenue. Toute personne de sexe masculin
venant en aide aux équipages d'avions alliés tombés sur le sol français, sera fusillé sur le champ et les femmes se rendant coupables des mêmes faits seront déportées en Allemagne. Arrestation et le coup sur le bio, parce que quelqu'un qui était pris, et dans notre cas, il était exécuté presque sur le champ. Alors là, il n'y avait pas de problème, c'était l'exécution presque immédiate. Oui, bien sûr, on savait qu'on risquait une dénonciation et qu'on risquait d'être fusillé ou déporté, ça, c'est évident, mais enfin, on espérait toujours que ça n'arriverait pas, quoi. Hein? Puis alors, à partir du moment où on est dedans jusqu'au cou, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Il n'était pas question d'arrêter quoi que ce soit. Si ça s'arrêtait, ça ne dépendait pas de nous. Hein? Nous avions un chef au-dessus, quoi. Hein? Bon, donc, c'est lui qui décidait. À vrai dire, c'est aujourd'hui que j'ai peur. Quand je pense, et quand j'ai vu dans la presse et dans les médias, enfin tout ce qui s'est passé, les arrestations par la Gestapo, les tortures, etc., je me suis dit, mais on aurait pu être de ceux-là. Et je vous dirais franchement que c'est aujourd'hui que j'ai peur. Mais sur le moment, on n'avait aucune peur. On trouvait normal le travail que nous faisions et on fonçait sans appréhension. Job Mengui a joué un rôle de tout premier plan dans l'organisation du réseau Shelburne. Quand la côte a été minée, c'est lui qui fut chargé de sécuriser le passage menant à la falaise. Quand la côte a été minée, j'ai rencontré un jour, parce que je travaillais pour un autre réseau, j'ai rencontré un jour dans le petit train qui avait été rétabli, je rencontre Dumay, qui s'était éclipsé depuis un certain temps. Et je le rencontre dans le petit train, il était aux aguets, il me dit « Oh, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Ben, je dis « On continue. » Mais quoi qu'il me dit « Mais je vous croyais tous arrêtés par la Gestapo. » Mais je dis « Il n'y a personne d'arrêté pour l'instant. » On remet ça alors, qu'il me dit. On remet ça. Et je lui dis, mais minute, attention, n'allons pas trop vite. La côte est minée, depuis votre départ, la côte a été minée. Et ce n'est plus la même chose. Il faudra faire un passage, il dit. Il faudra faire un passage, il faut qu'on continue. Ce sont les ordres de Londres. Et je dis, bon, mais je dis, qui va faire le passage? Vous, qui me dit. Je dis, moi, je ne suis pas un militaire, ni un spécialiste des mines. Je ne connais rien là-dedans. Je dis, c'est dangereux. Et... Ah, mais il faut faire un passage, il faut qu'on continue. Alors, je dis, je vais chercher quelqu'un pour m'aider. Et c'est Huette, j'ai été trouver Huette, qui m'a dit, ben moi je marche. Il dit, on va tâcher de débrouiller l'affaire et de faire un passage pour accéder à la côte. Dans la nuit du 16 au 17 juin, une des corvettes de la Royal Navy débarque 3 agents français sur la plage sans avoir informé les membres du réseau Shelburne de cette opération. Et nous sommes arrivés à la côte à 300 mètres du point habituel, sans le moindre comité de réception, sans le moindre signal. Ça, c'était vraiment un exploit de la part des marins anglais de nous débarquer là en pleine nuit, hein, sans le moindre signal de repère. De retour d'Angleterre, Jean Treilloux et son radio Jean Hamon étaient chargés de vérifier si le dispositif Shelburne était toujours opérationnel. Ayant mis à terre Jean Treilloux et ses 2 copains, les 3 marins ont repris leur canot. C'est ça, l'opération Réflexion. L'opération Réflexion pour rejoindre la corvette. Ils ne l'ont pas retrouvée dans la nuit. Et comme il fallait absolument que la corvette quitte la côte avant le jour, et ils ont fait demi-tour, ils sont revenus à la côte et ils ont rempli l'embarcation de cailloux pour qu'elle ne soit pas repérée, qu'elle ne flotte pas. Et ils se sont trouvés isolés, là, tous les 3. Ils ont atterri près d'une ferme. Et ils se sont cachés dans une carrière qu'ils ont trouvée dans une lande. Et le fils du fermier, le lendemain matin, en passant près de cet endroit-là, les a découverts. Ils ont été ravitaillés, ils ont mangé, et il a dit, il y a un d'eux qui parle français. Et c'était Hamilton qui parlait français. Et un soir, je suis allé les chercher, et nous les avons envoyés chez Ropers, chez le parrain de ma femme, où ils sont restés un mois, parce que nous avons eu une série de vents d'Est
la plage n'était pas praticable pour les canotes. Ils ont été obligés de rester un mois chez Ropers. Guy Hamilton, le réalisateur des films de James Bond, évoque son séjour forcé à Ploua chez Anne Ropers. On cherchait d'éviter d'être pris prisonnier. On cherchait surtout à ne pas qu'on sache la plage Bonaparte. Il n'y avait pas tellement de plages en Bretagne où on pouvait faire ce débarquement. Donc d'être pris prisonnier, ça voulait dire qu'on ne pouvait plus se servir de cette plage. Alors c'était pas pour nous. L'amirauté s'en fichait sûrement de nous, mais il ne se fichait pas de la plage Bonaparte et toute l'organisation qui était derrière. Ils étaient à 3 chez moi. Alors, c'était l'officier, puis il avait 2 matelots. Et ils ont passé 19 jours exactement dans des chambres chez moi, très sages, je vous assure, dans la journée, allongés sur des lits. Ça a dû leur coûter à des jeunes de 22 ans, 20 ans. Ropers s'est dit, Hamilton parlant bien le français, mais qui dit, si vous voulez, je vais vous donner un costume civil et vous pourrez sortir avec Maggie et Pierre Huet. Volontiers, qui dit. Et nous sommes partis un dimanche à Saint-Sanson, près de la chapelle de Saint-Sanson. Il y avait des allées de boules. Les Allemands jouaient aux boules. Ils avaient mis leurs fusils contre un tas de fagots. Et on s'est mis à regarder les Allemands jouer aux boules. Alors, tout le monde riait, d'un côté comme de l'autre. On appréciait ou on disait, bon, il a mal joué. Et finalement, quand les Allemands ont eu fini de jouer, nous sommes partis également jouer aux boules. Les Allemands nous regardaient, il y a un d'eux qui a pris les boules et il est venu jouer avec nous. Et Hamilton, il avait quand même un peu peur sans doute, mais enfin, comme il était en civil, tout s'est bien passé. Et les Allemands nous ont payé à boire et nous avons payé à boire aux Allemands dans le café. Et personne n'a rien remarqué. Personne, si la fille, la tenancière, elle m'appelle comme ça. Mais dis donc, qui c'est ce type-là qui est avec vous? Ah, le grand là. Je dis, ça c'est un ami de La Rochelle. Je dis, ah, c'est comme ça qu'elle avait remarqué l'accent. C'est comme ça qu'il parle à La Rochelle, alors. Je dis, oui, c'est comme ça. Elle avait remarqué qu'il avait un certain accent. Grâce à tous ces gens-là qui nous ont recueillis, hébergés, et on a pu revenir nous prendre. Le réseau Shelburne doit sa réussite à l'organisation de l'intelligence service, à l'expérience des marins anglais et à l'engagement des résistants bretons. Je crois que n'importe qui aurait fait autant s'il avait été sollicité et qu'il se serait trouvé tant soit peu en sécurité. Enfin, avec quand même une équipe homogène comme nous étions et en qui on pouvait avoir confiance. Shelburne a aussi bénéficié de renforts inattendus. Un jour, par exemple, un exemple que je peux vous donner, j'ai vu les gendarmes s'approcher de la maison où j'étais, chez Marie Treilloux. Et quand j'ai vu les gendarmes, je me suis dit, ça y est, enfin, il y a danger, quoi. En fait, ils venaient nous fournir des fausses pièces d'identité. Et quand j'en ai parlé à Jean Treilloux, il me dit, mais non, mais c'est des copains, ils viennent nous fournir des pièces d'identité, quoi, vous voyez. Avec la complicité de leur chef de brigade, les gendarmes René Dagorne et Joseph Garion participaient au convoyage des aviateurs, soit directement, soit en détournant la vigilance de la Gestapo. Fin juillet 1944, alors que la libération de la Bretagne est imminente, on a frôlé le drame autour de la maison d'Alphonse. Le samedi soir, 23 juillet, François Le Cornec et Léon Dumay, notre chef, sont arrivés chez nous avec 5 Anglais. Là, ce n'étaient pas des aviateurs, hein, c'était des officiers anglais. Et quand Léon est parti chez Madame Le Calvès, chez Marie-Thérèse, ils sont partis dormir là-bas. Jean Gicquel est resté chez lui. Mais à un moment donné, Jean Gicquel a entendu frapper à la porte après le départ de Léon. Alors, il a pensé à un retour de Léon. Il s'est dit, tiens, ils ont peut-être oublié quelque chose. Et en réalité, c'était les Allemands. Il a ouvert la porte, il y avait un soldat allemand avec son fusil et sa mitraillette. Enfin, il y avait un soldat allemand à la porte, ils sont rentrés dans la maison. Alors, ils ont dit, ici, terroriste.
Alors les soldats ont tiré dans le plafond, mais les Anglo-Américains étaient déjà dans le grenier. Terroristes, ils n'avaient que ce mot à la bouche. Terroristes, vous recevez des terroristes. Ils se sont mis à tirer des coups de mitraillette dans la toiture. Alors je pensais, moi je hurlais, tout ce que je croyais qu'ils étaient à tuer mon mari, parce qu'ils l'avaient attiré dehors. Et puis, bon, quand ils ont tiré pas mal de coups de mitraillette, mon mari rentre et il me dit, ils ont un blessé dehors. Un soldat a tiré sur un autre, dans le noir, il faisait très noir ce soir-là. Ouais. Il a tiré, il a atteint au ventre. À l'aine, je crois. À l'aine, oui. Ouais. Et évidemment, ça devenait dramatique. À ce moment-là. Un blessé, c'était grave. Bien sûr. Et alors, Jean Gicquel a été mis en demeure de trouver un moyen de locomotion pour conduire le blessé à son cantonnement qui était situé à Lanlou. Un des Allemands a dit à mon mari d'aller chercher une charrette pour transporter leurs blessés. Et il est parti chez monsieur Élien, qui habitait la fermette à côté, et bon, alors il est parti, bien sûr, main en l'air, mitraillette dans le dos, et l'Allemand qui me gardait, et avec mon bébé à côté de moi, ma petite fille qui n'avait que 5 semaines, et l'Allemand blessé de l'autre côté, eh bien, il m'a tout de suite dit, l'Allemand, vous recevez des terroristes. Ils étaient loin de penser que c'était des Anglais. Et pour eux, c'était des terroristes. Et puis, tout de suite, il a rechargé sa mitraillette devant moi. Et puis, il m'a dit tout de suite, monsieur, madame, bébé, caput, vous recevoir terroriste. Et ils ont placé le blessé dans la charrette. Et toute la patrouille a suivi. Ils sont tous partis à Lanlou. Et la première erreur qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait mon mari partir avec eux. Ils l'ont laissé revenir dans la maison. Pour alors, moi, j'avais déjà mis mon bébé dans son landau. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, on s'en va, on va pas rester là. Mais mon mari était tout confiant, il pensait que c'était classé. Les Allemands sont revenus en force? Ils sont revenus le lendemain matin. Le lendemain matin, même? Le lendemain matin. Oui. Il y avait donc... Ça se situait vers le 24 juillet, je pense. Oui, et il y avait là la FEL gendarmerie, la Gestapo... De Saint-Brieuc. De Saint-Brieuc et un détachement de Saint-Brieuc de soldats. La Gestapo veut mettre la main sur Jean et Marie Gicquel. Ne les trouvant pas, elle décide de mettre le feu à la maison. Il y a eu de la maison, pas un blessé, pas un otage, rien. C'est ça qui est formidable. Bon, la maison, bon, elle est partie en fumée, mais il n'y a pas eu d'otage. Moi, c'était ça que j'avais peur. Je crois que j'aurais jamais voulu revenir au pays s'il y avait eu des otages. Au terme de cette journée mouvementée, malgré la surveillance renforcée autour de la plage Bonaparte, la MJB 503 est venue à l'heure prévue prendre en charge ses précieux colis. À la Libération, un hommage fut rendu par les Alliés à l'action du réseau Shelburne, grâce auquel 135 aviateurs alliés retrouvèrent le chemin de la liberté. Ce fut aussi l'occasion de rappeler le destin tragique de la MJB 503, coulée en mer du Nord quelques jours avant la fin de la guerre. Ce n'est qu'en 1967 que le voile a été levé sur le secret de l'organisation du réseau Shelburne grâce à la venue sur place de David Birkin. Il est donc venu en 67 et là, ça a été l'enthousiasme car il rêvait d'entrer en relation avec les résistants bretons. Il s'est lié là aussi une très forte amitié, notamment avec Job Mingui. David Birkin découvre ici cette plage qu'il n'avait jamais vue au grand jour. Devenue haut lieu de la résistance, la plage de L'Anse-Cochat a gardé le nom de code des signaux transmis par Job Mingui du haut de la falaise. À Dartmouth, l'une des unités de la 15e flottille navigue toujours. La MJB 708
est devenue Western Lady 3. Reconvertie en navire touristique, elle perpétue le souvenir des traversiers de la Manche à bord de leur fameux autobus. Job Menguy n'a cessé de témoigner de l'engagement de tous ces passeurs de l'ombre qui sont allés au bout de leur devoir avec une discrétion et un courage exemplaires sans jamais se prendre pour des héros. Non, il ne faut pas dire des héros, non. Les héros sont morts. Les héros sont ailleurs. Mais vous savez, on a fait ça normalement, sans appréhension, rendre service, faire une autre forme de guerre et participer le plus possible à l'effort de guerre de tous les alliés. Parce qu'il faut aussi dire quand même que il y en a qui font cocorico maintenant devant les monuments aux morts. Il y a un tas de manifestations de prévues, mais c'est quand même grâce aux alliés. On dit on a gagné la guerre. C'est pas nous qui avons gagné la guerre, ce sont les alliés. Donc pas de cocorico et pas de héros.